Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pris part hier samedi à la salle des fêtes de Sofitel, Abidjan, au Côte d'Ivoire, à un événement, le Brunch Woman 2.0, la femme et le digital. Le thème retenu pour cet événement, des femmes leaders d'opinion venues de toute l'Afrique. Dans quelques instants, les précisions de Viviane Haïma sur le sujet. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le SARA édition 2023, s'est achevé hier samedi en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Près de 500 000 visiteurs ont foulé le sol du parc d'exposition d'Abidjan pour prendre part à ces assises relatives aux enjeux de la sécurité alimentaire. Le résumé de la cérémonie de clôture avec notre reporter Lanciné Bakayoko. Le territoire israélien essuie depuis hier des frappes depuis la bande de Gaza. Une attaque surprise menée en territoire israélien revendiquée par le Hamas palestinien. L'armée se donne 24 heures pour évacuer tous les résidents autour de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou assure que Israël utiliserait toute sa puissance pour détruire les capacités du mouvement palestinien. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Découvert tôt, le cancer se guérit. Un bout de phrase qui à lui seul suffit pour redonner de l'espoir à des milliers de personnes affectées par le cancer du sein. Même s'il touche en majorité la jante féminine, les hommes ne sont pas épargnés. La question intéresse donc au plus haut niveau. Et vu que nous sommes en octobre, mois dédié à la lutte contre cette maladie, dans le cadre du magazine de ce dimanche, nous recevons ce 13 h le professeur Judith Didi Kouko-Koulibaly, directrice du CNRAO, le Centre national de recherche, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Et avec notre invité, nous parlerons de la lutte contre le cancer du sein. Où en sommes-nous aujourd'hui? Professeur Judith Didi Kouko-Koulibaly, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Monsieur Guigré, je vous remercie. Merci d'être avec nous. Alors avec vous, donc, nous aborderons le sujet à l'instant annoncé, mais avant, regardons à cette activité à laquelle a pris part la première dame Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Le Brunch Woman 2.0, c'était hier samedi à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan, au Côte d'Ivoire. La femme et le digital, le thème retenu pour cet événement, des femmes leaders d'opinion venues de toute l'Afrique. Les détails avec Viviane Haïma. Un brunch pour réunir des femmes entreprenantes, dynamiques et au parcours inspirant. C'est l'objectif de la structure Afrique Femmes qui a organisé ce samedi 7 octobre la 3e édition de son événement phare, le Brunch African Woman 2.0. Invitée d'honneur de cette édition, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Venue de nombreux pays, tant d'Afrique que du monde entier, les participantes ont exposé pour certaines leur savoir-faire. Cependant, une évidence s'impose désormais, d'où le choix du thème de ce brunch, la femme et le digital. À savoir que l'autonomisation des femmes passe nécessairement aujourd'hui par leur maîtrise de l'outil informatique. Ce week-end n'est pas qu'un simple rendez-vous. C'est un rassemblement des African Women 2.0 et des femmes leaders venant de partout dans le monde. Une occasion d'échanger, de se connecter, mais surtout de partager des expériences avec la jeunesse à travers des talks et des masterclass que nous leur offrirons sur 2 jours. La femme et le digital. Le thème de cette édition résonne avec l'ère actuelle. Le monde est digital. Il est sans frontières. Il offre des opportunités inespérées. Il est donc crucial, dans ce monde globalisé et connecté, de reconnaître et de maîtriser les outils digitaux, non seulement pour l'émancipation des femmes africaines, mais aussi pour capitaliser sur les opportunités d'affaires en Afrique. Invitée d'honneur, la première dame de Côte d'Ivoire a livré un bout de son parcours et de son expérience en tant que femme et en tant que première dame. Chère African Woman, le brunch African Woman 2.0 est une rencontre importante de femmes influentes exerçant dans différents domaines sur le continent africain. Et je suis heureuse d'avoir l'occasion de soutenir cette initiative car elle constitue une nouvelle opportunité de valoriser les talents et les leaderships féminins à l'échelle de l'Afrique et au-delà. Je me réjouis aussi de constater que pour cette 3e édition, plusieurs pays sont représentés aujourd'hui. Vous êtes venues nombreuses afin de partager votre histoire, votre parcours, votre expérience professionnelle et vous inspirer mutuellement.
Je vous félicite pour cet esprit de solidarité et de cohésion. J'ai toujours été convaincue que la contribution des femmes est primordiale au développement économique de nos pays. En effet, les femmes interviennent aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité et sont impliquées dans la prise de décisions stratégiques de nos sociétés. C'est donc à juste titre que nos jeunes sœurs se sont distinguées par leur leadership, se retrouvent pour mener des réflexions, tisser des liens et mutualiser leurs efforts pour la promotion du genre dans les sphères d'influence économique, sociale, politique et culturelle. La première dame de Côte d'Ivoire a participé aussi à un mini-panel et s'est prêtée aux questions qui lui ont été posées par l'assistance. 3 jeunes lauréates, primées pour leur utilisation du digital pour promouvoir leurs activités, ont reçu les félicitations de la première dame de Côte d'Ivoire, qui à son tour a été gratifiée de nombreuses marques d'admiration de la part des participantes à ce brunch. Et deuxième titre de ce journal, après plusieurs jours de rencontres, grand public et B2B entre les professionnels du monde agricole et animalier, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA édition 2023, s'est achevé hier samedi en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Près de 500 000 visiteurs ont foulé le sol du parc d'exposition d'Abidjan pour prendre part à ces assises relatives aux enjeux de la sécurité alimentaire. Pour Patrick Hachi, le Premier ministre, il est nécessaire d'intensifier les investissements dans les chaînes de production agricoles. Lanciné Bakayoko. Abidjan, capitale agricole africaine, et sans doute mondiale pendant une dizaine de jours. Record de mobilisation et surtout des médailles aux artisans des grands bonds vers la sécurité alimentaire. C'est un grand honneur aujourd'hui. On a été décorés, on a été vraiment récompensés avec tous les efforts que nous on a fait en agriculture. Nous sommes plus que satisfaits parce que l'État ivoirien a consenti d'énormes moyens pour la réussite de ce SARA. Et au terme de 8 jours, nous pouvons constater que plusieurs défis ont été relevés. Et il y avait des stands très attrayants qui ont mobilisé du monde. Et nous pensons que par rapport aux éditions passées, le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs a considérablement augmenté. Sur le continent, l'option est à une révision du modèle agricole en faveur d'une agriculture capable de résister aux dérèglements climatiques tout en répondant aux besoins nutritifs locaux. La Côte d'Ivoire est sur la même trajectoire avec de nombreux projets. 5 agropoles sur les 2 prochaines années contre 2 actuellement, redynamisation de la production aquacole, approvisionnement en protéines animales, un nouveau code forestier et même la densification de la lutte contre la pollution provoquée par l'orpaillage illégal. L'atteinte de nos objectifs exige une forte implication de la société civile, des collectivités territoriales, de la communauté scientifique et du secteur privé. À cet effet, les espaces de dialogue inclusif seront renforcés pour permettre une co-construction des initiatives de développement durable. Au niveau international, la Côte d'Ivoire souhaite renforcer la coopération sud-sud, de développer des partenariats stratégiques visant le renforcement des capacités, le transfert des technologies. Sur ce chantier de réinvention de notre agriculture, le Premier ministre Patrick Hachi regarde du côté des Pays-Bas, invité d'honneur de ce SARA, avec des techniques agricoles éprouvées et surtout réputées pour leur performance. Patrick Hachi a déjà tenté l'expérience de l'armée, les résultats sont encourageants. Avec la volonté politique, tous les moyens aujourd'hui sont disponibles pour que nos jeunes, même n'ayant pas une expérience particulière, en quelques semaines de formation, puissent véritablement s'insérer dans ce tissu agricole-là. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de jeunes dans les spéculations du riz et de la banane. Le potentiel de nos pays est immense et il ne tient qu'à nous-mêmes de donner la possibilité à ces jeunes que nous avons et qui sont prêts à tout. Parce que c'est vrai, prendre une machette, prendre une faucille, c'est devenu un peu plus difficile pour eux. Dès qu'on est capable de leur offrir un tracteur, en quelques jours, ils sont capables de la préparation des sols, de faire les labours, de faire les sillons. Et vraiment, je suis l'un des qui était le plus épaté de ce qui était possible de faire. L'expérience de l'armée, étendue à toute la Côte d'Ivoire, devrait assurer la souveraineté alimentaire tout en générant des ressources importantes, notamment pour le monde agricole. Derrière cela,
c'est la promesse d'une Côte d'Ivoire, une Afrique qui avance, qui accélère et qui rayonne sur la planète. L'ampleur et la qualité de la mobilisation à cette édition du Sahara marquent l'engagement et la détermination de tous pour une agriculture africaine moderne, innovante et résiliente face aux chocs externes et internes. Les résultats de ce salon seront davantage visibles dans les semaines et mois à venir. J'en suis persuadé, à travers notamment l'implantation de nouvelles industries de transformation des produits du terroir, à travers tous les contrats qui ont été signés et dont on vient de nous donner un aperçu, mais surtout des contacts qui ont pu être noués et qui vont se poursuivre au-delà de ce salon. Une mobilisation à maintenir, d'autant que les grands groupes ont un rôle de premier plan à jouer dans la sécurité alimentaire du continent. Plus de 70% des aliments sont fournis par les petits producteurs agricoles, insuffisants pour sortir de la spirale. Des stands ce Sahara pour valoriser et mieux mettre en lumière les produits et innovations du secteur agricole. Il y en avait à profusion. Opportunité était donc offerte de découvrir et faire découvrir aux milliers de visiteurs le riche potentiel exposé. La région de la Bagoué était représenté le ministre de la Construction, président du conseil régional de la Bagoué, a visité avec beaucoup d'intérêt le stand de la Bagoué. À ses côtés, Mariatou Koné, maire de la commune de Boundiali. Juliette Ouéa. La région de la Bagoué présente au Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2023. Des exposantes expliquent au public les bienfaits de leurs produits. Graines de riz ou mil transformées en farine, poudre de gombo et autres denrées utilisées pour la cosmétique. Tous sont des produits du terroir. C'est très bon pour les cheveux, la cassure des cheveux. C'est un massage. Et lui, sa particularité, on n'a pas besoin de frotter, de masser. On l'applique simplement et avec une serviette chaude, vous la posez. Vous posez la serviette juste sur le doigt. Le ministre de la Construction, Bruno Koné, également président du conseil régional de la Bagoué, avec à ses côtés la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, par ailleurs maire de Boundiali, le haut représentant du président de la République, Gilbert Koné-Kafana, et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, effectuent une visite du stand de la Bagoué. Pour l'éducation nationale, c'est un moment, le Sahara 2023 arrive à point nommé. Vous savez que nous avons fait les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Au sortir de là, nous devons réviser, améliorer nos curricula. Et dans ce sens-là, nous avons introduit quelque chose qu'on appelle la créativité pour les enfants. Et nous avons déjà au sein du ministère quelques activités de créativité, mais avec le Sahara, ça nous donne encore d'autres idées. Je suis très heureux que nous profitions de ce salon pour montrer la Bagoué, pour montrer le potentiel de la Bagoué, et nous l'espérons pour attirer vers la Bagoué des investisseurs ou des personnes qui ont envie d'aider la population de la Bagoué. Située dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, la région de la Bagoué a une population estimée à plus de 500 000 habitants. L'agriculture est la principale activité de sa population, avec la culture de la mangue, du sorgho, du maïs, du coton et de l'anacarde. Et toute autre chose à présent, quand sonne l'heure de la rentrée scolaire, ce n'est pas toujours facile pour les parents de trouver les moyens pour répondre aux besoins de leurs enfants en fourniture scolaire. Consciente de cette situation assez difficile vécue par les parents, Madame le maire de la commune d'Abobo, Candia Camara, vient en soutien aux parents et élèves de sa commune. À 45 000 kits scolaires leur ont été offerts. Cible de ces dons, les écoliers des écoles primaires publiques et des établissements confessionnels. C'était au foyer Aquaba de la commune. Reportage. De la joie pour ces écoliers du primaire. Ils viennent de recevoir des kits scolaires. Un soulagement pour ces élèves issus des quartiers défavorisés. On est vraiment contents et on remercie beaucoup Madame Candia Camara pour tout ce qu'elle fait pour les élèves. C'est un total de 45 000 kits scolaires destinés aux écoliers des établissements publics, des écoles confessionnelles et du foyer Aquaba de la commune d'Abobo.
Cette remise est l'expression de la solidarité de la ministre Kandia Camara, maire de la dite commune. La directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a témoigné sa reconnaissance à la donatrice pour ses actions en faveur de la communauté éducative d'Abobo. Les actions que vous posez, Madame le ministre, contribuent à la vie pédagogique. Celle d'aujourd'hui, distribution de kits qui donnent à nos enfants du matériel pour travailler. À travers ces actions, la première magistrate veut donner une chance à ses enfants d'avoir accès à l'éducation et améliorer leurs résultats scolaires. Par cet acte de haute portée sociale, nous voulons que le maximum d'enfants d'Abobo puissent aller à l'école dans la tranquillité, dans la quiétude et dans de bonnes conditions. Nous entendons également démontrer que l'éducation de nos enfants est une priorité. Nous sommes dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et du gouvernement, qui œuvre pour une Côte d'Ivoire solidaire. Dans sa politique de solidarité envers ses administrés, Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, a engagé des projets de construction d'écoles. L'année dernière, 400 000 kits ont été distribués aux élèves de la commune d'Abobo. Reportage de Frédéric Oulaï, commenté pour vous par Patricia Omou-Etia. On reste dans le secteur de l'éducation où la culture de l'excellence est prônée à travers une confédération. Plusieurs associations et ONG ont décidé de s'unir pour mettre en place la première confédération mondiale des excellents adolescents. On en sait plus avec Chris Diomandé et Abou Sanogo. À l'unanimité, le professeur Ghislain Yapi devient le tout premier président de la Confédération mondiale des excellents adolescents. Défenseur des ados, professeur en psychologie de l'éducation et initiateur du grand jeu concours inter-école des excellents adolescents en Côte d'Ivoire, Yapi et sa nouvelle équipe ont pour objectif de donner une orientation aux adolescents de Côte d'Ivoire afin de leur inculquer un esprit de leadership et de s'imposer par le travail. Nous travaillons pour aider les parents à soutenir les enfants face aux grossesses précoces en milieu scolaire et la consommation surtout des stupéfiants. Donc pour cela, il faille qu'il y ait un travail d'excellence. Promouvoir l'excellence, c'est le credo choisi par les membres de la Confédération mondiale des excellents adolescents. Pour le président d'honneur, cette initiative est salutaire. Et nous espérons que cette confédération va effectivement être un instrument pour lutter contre le phénomène de la drogue, le phénomène des tontines sexuelles et de la médiocrité en milieu scolaire, afin de promouvoir l'excellence et faire naître une jeunesse responsable, une jeunesse éduquée, bien éduquée, une jeunesse consciencieuse, ayant des valeurs et produisant d'excellents résultats à l'école. Cette cérémonie a été aussi marquée par des remises de prix aux meilleurs élèves. Le directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé, a été honoré. Il a reçu un tableau d'honneur réceptionné par David Mobio qui exprime la reconnaissance d'un travail abattu par Fousseni Dambélé dans le milieu des médias, mais aussi pour son implication dans la promotion de l'excellence chez les adolescents. Et on continue de parler d'éducation. Direction à Bingourou, les agents de la direction régionale de l'éducation nationale de l'alphabétisation de l'Indéni-Duablin ont été exhortés par le nouveau directeur régional de l'éducation nationale à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de parvenir à des résultats satisfaisants dans la région. C'était au cours de la traditionnelle cérémonie de rentrée solennelle de cette direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Un reportage signé Herman Yamia. C'est une réunion de rentrée scolaire 2023-2024 qui a réuni tous les acteurs du système éducatif de l'Indéni-Duablin à la salle Mami Kadi du CAFOP supérieur d'Abengourou. Une rentrée des classes sous forme de défis relativement aux résultats scolaires enregistrés par la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation l'an dernier. Ce sont en effet au CEPE 70,51% d'admis, au BEPC 35,37%, et 34,07% au baccalauréat. Le tout nouveau directeur régional de l'éducation nationale d'Abengourou, Koulibaly Apa Patrice,
a donc exhorté ses collaborateurs à œuvrer davantage pour une formation de qualité afin d'obtenir des résultats scolaires au-dessus de la moyenne. Pour cette année, 19 collèges de proximité ouvriront d'ici décembre 2023. Honorables invités, mesdames et messieurs, après ce gros investissement, l'État attend de nous un produit fini de très bonne qualité. La secrétaire générale de préfecture d'Abengourou, Mayoka Kamara, qui représentait le préfet des régions, a invité les uns et les autres à tout mettre en œuvre pour une année scolaire réussie dans l'Indéné Guablé. Chers parents, je voudrais vous exhorter à vous impliquer effectivement dans l'éducation et la formation de vos enfants. Quant à vous, chers élèves, je voudrais vous demander une seule chose, le travail. Le travail, rien que le travail. Tournez le dos à l'absentéisme, à l'alcool, à la drogue et au congé anticipé. Cette cérémonie a été aussi marquée par des prestations artistiques sous l'œil vigilant de plusieurs autorités locales. Les enseignants, chercheurs et étudiants en master de l'Université Polytechnique de Mans ont reçu une formation en vue d'acquérir les outils nécessaires pour de meilleures études de recherche. Une formation qui leur a été délivrée dans le cadre d'un soutien du FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Pour cette première vague, une vingtaine d'enseignants, chercheurs et étudiants ont été retenus. L'Université Polytechnique de Mans nourrit de grandes ambitions. Elle veut passer le cap de la pédagogie à celui de la recherche, tout en maintenant l'excellence comme leitmotiv. Amadou Kouassi. Maintenir le cap de l'excellence cultivé depuis ces 5 dernières années, c'est le leitmotiv des responsables de l'Université Polytechnique de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après des résultats satisfaisants enregistrés au niveau de la pédagogie, l'Université Polytechnique de Mans met désormais un point d'honneur sur la recherche. Pour y arriver, l'université bénéficie du soutien du FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Une vingtaine d'enseignants-chercheurs et des étudiants en Master 2 constituent la première vague de renforcement des capacités sur la recherche. La recherche qui est importante dans le ranking des universités. Et les premiers acteurs de production des données, de la recherche et des innovations dans les institutions sont les enseignants-chercheurs qui sont accompagnés par les étudiants. Et donc ces étudiants-là doivent apprendre à rédiger tout ce qui est documents scientifiques, tout ce qui est rapport scientifique, pour permettre donc que les données soient sécurisées afin de les valoriser. Représentant le secrétaire général du FONSTI, le professeur Biaka Zasseli se félicite des efforts consentis pour faire de l'Université de Mans un modèle en Côte d'Ivoire. Que l'Université Polytechnique de Mans reste ce qu'elle est, qu'elle soit à la pointe de ce que je pourrais appeler moi l'efficacité universitaire. Une autre attente, c'est que Mans continue d'être dans le respect des règles universitaires internationales. L'Université Polytechnique de Mans, ouverte en 2016, est spécialisée en environnement, tourisme, mines et en sciences. Un reportage de Mamadou Kouassi en religion, paroisse Saint-Jean de Cocody. Cette image auréolée de plusieurs étoiles, la Vierge Marie tenant dans ses bras l'enfant Jésus. La commune de Cocody consacrée à Notre-Dame du Rosaire. La commune dispose désormais d'une tour mariale, don du premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé. Une façon pour lui d'exprimer sa reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits. Cette tour mariale de 24 mètres de hauteur a été inaugurée hier samedi par le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan. Grâce Cando. Une tour mariale longue de 24 mètres dédiée à la commune de Cocody. Située à la paroisse Saint-Jean, elle a été inaugurée et bénie par l'archevêque métropolitain d'Abidjan au cours d'une messe d'action de grâce, un don du maire de la commune. Nous remercions encore son éminence le cardinal Coutois de nous avoir autorisé à pouvoir donner cette tour, qu'elle puisse nous apporter sa lumière, sa paix et sa grâce, et que nous ayons une cohésion. En 2019, la commune de Cocody a été consacrée à la Vierge Marie. L'érection de cette tour mariale traduit le fort désir des chrétiens de vivre de ses vertus d'humilité et d'obéissance. Donc je suis venue assister à une journée magnifique, mémorable. Avec cette tour, nous allons multiplier les prières. À Jean-Pierre Cardinal Coutois de revenir sur le rôle et l'importance de Marie dans l'Église catholique. Cette commune est confiée à cette mère, mère de Dieu, mère de l'Église, la Vierge. Tous les habitants de Cocody doivent pouvoir
avancer derrière le Christ, devancés par cette mère qui les porte. Elle est d'une affection très grande. Marie est vraiment votre mère, celle qui vous accompagne sur tous les chemins de votre vie. Jean-Pierre Cardinal Coutoin exhorte les fidèles en ce mois du rosaire dédié à la Vierge Marie à plus de rapprochement à travers la récitation du chapelet. Et en religion toujours, la deuxième édition du prix Oshofa pour la recherche de la paix et de la cohésion sociale qui a eu lieu. Le prix a été décerné au chef de cabinet du président de la République pour ses actions de paix dans les communautés religieuses et chrétiennes de Côte d'Ivoire. Patricia Omoetia. Cette année, le Grand Prix Oshofa pour la recherche de la paix et la cohésion sociale est décerné à Claude Saï Soumaoro, chef de cabinet du président de la République. Selon le chef du diocèse de Côte d'Ivoire de l'Église du christianisme céleste, l'ambassadeur Claude Saï a participé activement aux phases successives des négociations dans le cadre du dialogue politique initié par le président de la République. Ce prix-là concrétise véritablement que l'église céleste, c'est une église de paix. Et là, nous voyons ceux qui nous ressemblent, qui cherchent la paix. Et ceux-là, à travers ce prix-là, nous disons que nous sommes ensemble. Je suis très heureux parce que ce prix que je reçois est en réalité une reconnaissance au président de la République lui-même. Ils ont énuméré les raisons pour lesquelles je reçois ce prix. Or, toutes ces raisons-là sont des missions qui m'ont été confiées. Je suis un homme de mission, je suis un homme d'action et le président Alassane Ouattara, qui est un homme de grande piété, a très tôt compris qu'il fallait, en plus de respecter la dimension laïque de l'État de Côte d'Ivoire, il fallait accorder un crédit très important à tous les ministres de culte. Réjouissances et prières ont marqué cette cérémonie de distinction et de célébration du 76e anniversaire de l'Église du christianisme céleste. Rappelons que, pour la première édition, le prix Oshofa pour la recherche de la paix et la cohésion sociale, le révérend Canon Luc à l'actuel président de la République, Alassane Ouattara. Par le révérend Canon Luc, les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ont également reçu le prix Oshofa pour la recherche de la paix et la cohésion sociale. Et sachez également que le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, François Amicha, a échangé avec les autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses des régions du Hambol et de Bouaké. Une invitation du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, au cours de laquelle il s'est entretenu avec ces populations et leur a expliqué l'enjeu de ce rendez-vous sportif continental en terre ivoirienne. Il les a invités à s'impliquer dans la réussite de la grande messe du ballon rond africain, Made in Côte d'Ivoire. Soro Corona. Grand oral du président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2023, François Amicha, face aux populations du district autonome de la vallée du Bandama. Cette rencontre d'information, de sensibilisation et d'échange intervient dans le cadre de la tribune Les Jeudis du district. À travers cette rencontre, le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi veut impliquer l'ensemble des populations du district dans la réussite de la grande messe du ballon rond africain. Si nous faisons en sorte d'être nombreux au stade pour honorer ces équipes-là, les encourager, nous aurons fait notre part. Et c'est cela que nous attendons, pas seulement des élus, mais de toutes les populations. Une séance de questions-réponses a permis au président du COCAD d'expliquer les enjeux de cette compétition en terre africaine avant d'inviter les populations à s'impliquer. Vous avez su accueillir les meilleurs événements de ce pays. Alors, c'est ce que nous voulons voir traduire dans les faits pour l'organisation de la CAN. Et nous savons que vous en avez les capacités, les compétences. Il s'agit maintenant de coordonner tout cela. Chaque habitant du district de la vallée du Bandama doit se sentir concerné par l'organisation. Les élus et cadres du handball et de Bouaké rassurent le ministre-gouverneur et le président du COCAN de leur implication effective dans la réussite de la deuxième Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Toute la population du handball sera présente et nous allons faire en sorte que ça sera la meilleure CAN jamais vue. On verra ensemble avec le maire, avec les autres, comment faire que nous, les jeunes de Bouaké, soient présents dans les stades. C'est 40 000 places. Pendant les matchs qui vont se dérouler ici, nous souhaitons que les 40 000 places du stade soient occupées. Pour remplir les 40 000 places du stade La Paix de Bouaké, le comité local peaufinera des stratégies.
Le stade La Paix de Bouaké abritera les matchs du poule jusqu'aux demi-finales. Troisième et dernier titre de ce journal, conflit israélo-palestinien. Depuis hier samedi 7 octobre 2023, le territoire israélien essuie des frappes depuis la bande de Gaza. Une attaque surprise menée en territoire israélien est revendiquée par le Hamas palestinien. La riposte de Tsahal, l'armée israélienne n'a pas tardé. Les soldats israéliens ont engagé le combat avec les combattants du Hamas palestinien. Les réservistes de l'armée israélienne ont été rappelés. Les États-Unis, la France et plusieurs autres pays condamnent ces attaques du Hamas sur le sol israélien. Les soldats israéliens ont pour mission d'évacuer sous 24 heures tous les habitants des zones israéliennes du pourtour de la bande de Gaza où des combats héroïques sont en cours pour libérer les otages. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche le porte-parole de l'armée israélienne, le général Daniel Hagari. Il assure que des dizaines de milliers de soldats combattants sont déployés dans cette zone avec pour mission de mettre hors d'état de nuire tout terroriste qu'ils rencontreront. Loin de tout ce tumulte, ici en Côte d'Ivoire, le groupe Fraternité Matin, en collaboration avec la coalition des organisations de la lutte contre le cancer, a procédé au lancement de la campagne Octobre Rose. Cette cérémonie qui a vu la participation de plusieurs personnes s'est déroulée à Adjamé. C'est la salle Félix Houphouët-Boigny de Fraternité Matin qui a servi de cadre à cette rencontre. Reportage. Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. La cause est soutenue et même imagée à travers ces rubans roses bien épinglés. La raison même de cette activité, le groupe Fraternité Matin, en partenariat avec la coalition des organisateurs de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, procède au lancement de la campagne Octobre Rose. En toute solidarité, pour les soins plus justes, c'est la thématique retenue. Ce mois d'octobre qui est dédié à la sensibilisation, à l'éveil des consciences, et pour faire un peu le point, qu'est-ce qu'on a, jusqu'où on devait arriver et on n'est pas arrivé, qu'est-ce qu'on peut rectifier et qu'est-ce qu'on peut faire davantage. C'est un mois de bilan, de sensibilisation, de prise de conscience. L'objectif de ce mois, sensibiliser les populations et contribuer à réduire l'impact du cancer chez la femme. Malheureusement, toutes les minutes, une femme meurt du cancer du sein dans le monde. Si cette réalité vous émeut, alors engageons-nous. Engageons-nous chacun à son niveau à jouer sa partition pour donner un sens à ce mois d'octobre. En 2024, nous aurons à Grand Bassam, si tout se passe bien, un centre d'oncologie de dernière génération avec une capacité d'accueil de 200 places. Les choses se mettent en route. L'espoir est donc permis. Ensemble, continuons à célébrer cet espoir, à pleurer avec celles qui partent, à pleurer avec les familles qui sont endeuillées, mais surtout à sourire avec celles et ceux qui restent toujours en vie. Selon le programme national de lutte contre le cancer PNL-CA, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme en Côte d'Ivoire. Il affiche un taux de mortalité élevé de 58%, soit 5 femmes qui trouvent la mort chaque jour. Reportage de Hamidi Rassouba, commenté pour vous par Franck Quadio, et la transition est toute trouvée pour accueillir notre invité du jour dans le cadre du magazine de ce 13h, le professeur Judith Didi Kouko Koulibaly, directrice du CNRAO, le Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie, Alassane Ouattara, qui vient de nous rejoindre donc à l'instant. Merci professeur de nous avoir rejoints. Avec vous, et bien professeur, nous parlerons de la lutte contre le cancer du sein. Pour résumer, nous sommes en 2023 et depuis plusieurs années, le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est donné les moyens justement d'engager une véritable lutte contre le cancer du sein. Et une de ces preuves, justement, incontestable, c'est l'érection de ce Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, baptisé du nom du chef de l'État. Vous êtes la directrice de ce centre. Alors, à ce jour, quelle estimation du nombre de personnes touchées par cette maladie, professeur? Je vous remercie. Je voudrais remercier également Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui me permet d'être sur ce plateau. Depuis l'ouverture du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à Alassane Ouattara le 25 janvier 2018 jusqu'au 30 septembre 2023, sur plus de 10 000 nouveaux patients reçus dans cet hôpital pour tout type de cancer, nous avons reçu exactement 1818 personnes atteintes de cancer du sein. Alors professeur, ce nombre a-t-il augmenté par rapport aux chiffres de l'année dernière ou régressé? Non, ce nombre a augmenté. On continue d'avoir de plus en plus de patients au centre, pas forcément parce que le cancer du sein augmente en Côte d'Ivoire, mais surtout à cause du fait que dans cet établissement, il y a toutes les conditions de prise en charge, de traitement
des cancers, notamment des cancers du sein, puisque c'est le thème qui nous réunit, mais il y a également des actions sociales que l'État a mises en place dans cet hôpital qui font qu'aucun traitement n'est retardé dans cet hôpital pour des raisons financières. Donc les personnes peuvent être traitées d'abord, payées en différé et même par fractionnement. Donc le nombre de patients qui viennent dans cet hôpital est de plus en plus croissant. Alors parlons justement de traitement. Est-il possible d'avoir une idée de résultats obtenus en termes de guérison de patients atteints de cette maladie ? Sur le plan scientifique, en cancérologie, il est recommandé d'utiliser le thème guérison seulement après 10 ans de surveillance sans rechute. Donc on parle de rémission. Mais quand on est en rémission, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et ce que je peux vous dire en termes de résultats, c'est que depuis que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place le CNRAO, qui est venu renforcer l'offre de soins qui existait déjà, tous les éléments mutualisés ont permis, et ça a été démontré scientifiquement en octobre 2022, la Côte d'Ivoire a réduit de 25% le risque de décès par cancer du sein. Et ce chiffre, on s'est rendu compte également qu'il n'y avait aucune différence de chance de survie, que les niveaux socio-économiques soient bas, moyens ou élevés. Tout le monde avait les mêmes chances de survie. Et un élément capital qui est ressorti de là, c'est que les personnes chez qui on découvrait un cancer au décours du dépistage avaient encore plus de chances que les personnes qui venaient tard. D'où l'importance du dépistage. Professeur, quelles sont justement les méthodes proclamées, utilisées dans le cadre de la lutte contre cette maladie ? Il y a 3 méthodes pour le dépistage du cancer du sein. Déjà, il faut retenir que ça commence à partir de 20 ans. À partir de 20 ans, il faut déjà, pour toute femme, se palper les seins tous les mois. Entre le 7e et le 10e jour qui suit le début des menstrues. Pour les femmes ménopausées, elles choisissent un jour dans le mois et elles respectent cette période. La première chose, c'est s'auto-examiner les seins. Ce doit être une habitude. Une habitude. Tous les mois, la femme doit prendre l'habitude d'examiner ses seins. Et elle peut venir dans un centre de santé où des experts, les spécialistes vont le lui apprendre. La deuxième chose dans le dépistage du cancer du sein, c'est se faire examiner les seins par un professionnel de la santé. Au moins, dans l'idéal des cas, 2 fois dans l'année, donc tous les 6 mois. Mais quand on ne peut pas, au moins 1 fois par an. Ça, c'est à partir de 20 ans. Et on fait toutes ces choses régulièrement. Et lorsqu'on atteint 45 ans, à ces 2 éléments, on rajoute la mammographie tous les 2 à 3 ans. La mammographie qui est la radio des seins. Mais je voudrais préciser, quand on dit le dépistage, c'est venir se faire examiner alors qu'on est en parfaite santé. C'est pas venir dès qu'on a les premiers signes. Dès qu'on a un soupçon de difficulté, un soupçon de maladie. Non, le dépistage, c'est je suis pas malade, mais je m'impose une règle. C'est cela. Je dois me palper les seins tous les mois. Je suis pas malade, mais je vais à l'hôpital me faire examiner les seins dans l'idéal des cas 2 fois dans l'année ou, si je peux pas, au moins 1 fois dans l'année. Je suis pas malade, mais à partir de 45 ans, tous les 2 ans, je dois faire une mammographie. Est-ce que ces méthodes ont prouvé leur efficacité véritable ? Oui, elles ont prouvé leur efficacité parce qu'aujourd'hui, justement, on dit que quand le cancer du sein est découvert tôt au décours d'un dépistage, sur 10 femmes, il y en a 9 qui peuvent guérir à 100%. Sur les 10 femmes, l'ablation du sein n'est pas une obligation du tout. Et il y a des personnes qui ne vont même pas avoir besoin de faire de chimiothérapie, qui ne vont pas avoir besoin d'avoir de la chimiothérapie pour guérir. Donc, ces méthodes ont prouvé, mais il faut les associer aux âges recommandés. Alors, on vient à peine à l'instant de parler de l'auto-examen. Dans la majeure partie des cas, est-ce que les patients que vous recevez dans vos services viennent après cette étape d'auto-examen ou suite à d'autres pathologies découvertes dans ce sens ? Nous, on reçoit plusieurs types de personnes. Là, par exemple, en octobre, comme il y a des campagnes de sensibilisation, vous avez des personnes en bonne santé qui viendront et des personnes qui avaient peut-être des soucis depuis un moment qui vont profiter d'une campagne de dépistage pour venir se faire examiner. En dehors du mois d'octobre, la plupart des personnes que nous recevons au centre, ce sont soit des personnes qui ont un problème au sein et qui ont peur que ce soit un cancer, mais je veux rassurer tout le monde, tout problème au sein, même une boule, ce n'est pas forcément un cancer, mais ces personnes viennent pour faire les examens, pour voir ce qui se passe. Donc, on peut recevoir cette catégorie de personnes, mais on peut également recevoir des personnes chez qui le diagnostic a déjà été confirmé par d'autres spécialistes et on leur demande de venir au centre pour se faire traiter. À quel moment doit-on commencer de s'inquiéter véritablement ? Je pense dès qu'on a un signe anormal. Il ne faut pas faire de l'automédication, il ne faut pas faire de l'autodiagnostic quand on n'est pas du domaine. Il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut venir vérifier.
Voilà, parce que comme je dis, toute boule dans le sein, toute douleur, ce n'est pas forcément un cancer. Donc il ne faut pas angoisser, mais par contre, il ne faut pas faire d'autodiagnostic quand on n'est pas du milieu. Alors, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, notre pays s'est doté d'un certain nombre infrastructures auxquelles notre reporter Didier Nguessan a choisi de s'intéresser dans ce reportage. Un mois, octobre, une cause, le cancer du sein. La lutte contre cette maladie est symbolisée par la formule Octobre Rose. Entre les épines de la rose, caractérisées par la souffrance des patients, et l'arôme floral, représentant l'espoir de guérison, les résultats sur le terrain, eux, sont tangibles. Le cancer du sein, en chiffres, se heurte à une première réalité. Difficile de trouver des statistiques récentes. Les dernières en date remontent à 2021. Au programme national de lutte contre le cancer, l'on enregistre 3300 nouveaux cas de cancer du sein chaque année, avec près de 1800 décès. Il représente le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, avec près du tiers de tous les cancers féminins et 19% des cancers en général. Passé ce constat, la politique de la lutte, elle, se décline en infrastructures de pointe et en offre de prise en charge liée au traitement. Le Centre national de radiothérapie, Alassane Ouattara, CNRAO, comptabilise au 31 décembre 2021 1627 traitements par radiothérapie. Plus de 8000 patients de la sous-région ouest-africaine s'y sont traités. 755 parmi eux ont bénéficié de prises en charge gratuites, estimées à 2,7 milliards de francs CFA. Les initiatives de cet établissement de référence ont contribué à faire chuter de 25% le risque de décès lié au cancer du sein. Des résultats qui seront consolidés durant ce mois d'octobre où le dépistage du cancer du sein passe exceptionnellement de 25 000 à 2 000 francs CFA au CNRAO. Il est offert gratuitement lors de plusieurs campagnes menées par les ONG. Alors, professeur, comme on peut le voir dans cet élément de notre reporter Didier Nguessan, la construction de ces centres révèle de gros efforts fournis par le gouvernement de Côte d'Ivoire, efforts qu'il convient d'ailleurs de saluer, mais notons également que ces centres connaissent quelques difficultés. Auriez-vous quelques précisions à partager avec nos téléspectateurs concernant justement cet élément ? Oui, le CNRAO, vous l'avez vu, a des équipements de pointe. Vous avez vu l'équipement de radiothérapie. On en a 2 comme ça. Et celui que vous avez vu, qui s'appelle le VMAT, fait de la Côte d'Ivoire le premier pays de la sous-région ouest-africaine qui a cet équipement de pointe dans un établissement public. Ailleurs, ce sont des investissements privés. Et il y a également, vous avez vu, les soins d'accompagnement avec l'esthétique. Le CNRAO aussi a des actions sociales, comme je le disais tout à l'heure. Donc, aucun traitement n'est retardé et il y a plus de 1200 personnes qui ont bénéficié de cette aide-là quand elles le souhaitaient, à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Et il y a également des prises en charge institutionnelles de la présidence de la République, du ministère de la Santé, à hauteur également de plus de 2 milliards de francs CFA depuis l'ouverture de l'hôpital. En ce qui concerne la prévention aujourd'hui, la sensibilisation du cancer du sein, je voudrais juste rectifier quelque chose. Allez-y. Depuis le 2 octobre jusqu'à la fin du mois d'octobre, tous les jours ouvrables, le ministère de la Santé a institué des consultations gratuites de dépistage du cancer du sein au CNRAO. Il faut s'inscrire en ligne sur la page du CNRAO. Il y a une vidéo qui, juste pour éviter qu'il y ait trop de monde, c'est vraiment pour maintenir le confort des personnes qui viennent. Donc les consultations sont gratuites. Par contre, lorsqu'il y a besoin de faire une mammographie, le ministère de la Santé a permis que dans les centres publics, pour les personnes qui ont pas beaucoup de moyens financiers, les mammographies passent à 2 000 francs CFA au lieu de 5 000 francs ou 20 000 francs en temps normal. Donc aujourd'hui, au CHU de Cocody, de Trècheville, de Angré et à l'INSP à Djamé, les mammographies coûtent 2 000 francs dans le cas d'Octobre Rose. Mais les consultations sont gratuites. Alors, professeur, au regard des résultats très encourageants que vous venez de mentionner, peut-on dire que les campagnes précédentes ont eu un impact certain et considérable sur la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Tout à fait. Le ministère de la Santé a pris la résolution depuis plusieurs années de sensibiliser sur le cancer du sein avec les avantages du dépistage. Le ministère a choisi et a instruit les acteurs de terrain à sensibiliser sur les avantages, c'est-à-dire on peut en guérir, l'ablation du sein n'est pas obligatoire, plutôt qu'on risque d'en mourir. Et là, avec cette nouvelle communication, il y a un impact. Aujourd'hui, c'est clair,
vous avez des personnes qui viennent se faire dépister spontanément, ce que vous ne voyiez pas avant. Et aujourd'hui, le résultat est là. La réduction de plus de 25%. Et nous prions qu'au fil des années, cette réduction continue de s'amplifier et que les gens qu'on ait la victoire sur cette affection. Merci professeur pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous recevions ce 13h le professeur Judith Didi Kouko Koulibaly, directrice du CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, avec qui nous avons parlé de la lutte contre le cancer du sein et les avancées obtenues à ce jour. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.